RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Son des Bulles, la seule émission de radio dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. J'espère que vous allez bien et que vous avez lu de belles histoires pleines de bulles depuis notre dernière émission. Bien, à propos de bulles, bonjour David, comment ça va ? Ça va, bonjour. Nous allons passer une petite heure ensemble avec vous aujourd'hui sur le thème donc, de l'émission Tout ce qui tourne autour de Mars. Et l'énoncé de ce thème, certains chroniqueurs ont vu rouge, comme la planète Mars. Eh oui, parce que quand on dit Mars, on pense à la planète, bien sûr, au mois de mars aussi, et à la barre chocolatée. Mais on peut faire confiance à l'équipe dans ce studio pour explorer les chemins de traverse. Alors justement, autour de la table, il y a Françoise. Bonjour Françoise. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Olivier. Mars t'a inspiré ? Mars, quoi. Oui, alors moi j'ai trouvé malgré tout un cousin du lièvre de Pâques. Un cousin du lièvre de Pâques. Ouais. Ah, mystérieux. On verra ça tout à l'heure. Mystérieux. Alors Francine est aussi avec nous, donc bonjour Francine. Bonjour à tous. Un petit indice pour savoir de quoi ce que tu vas nous présenter. Moi je vais vous raconter l'histoire de Dora Mars, une chanteuse dans un quintet, ou plutôt un quintet comme on dit à New York. Un quintet, où tu t'es pas mis à la musique. Et puis, c'est le retour des vieux fourneaux. Bonjour Charles et bonjour Jean-Jacques. Bonjour petit con. C'est mérité. Alors Charles, ton ardoise s'allonge un peu. Tu nous dois 3 chroniques, je te raconte. Oui. Bon, alors donc, en mars, s'il tonne, l'année sera bonne. Voilà. D'accord. Ah mince alors, qu'est-ce que ça va être ça ? Là, ça vous cloue le bec, hein. Bon. Oui, un peu. Un peu. Plutôt, D'accord. oui. Alors Jean-Jacques, l'intermittent de l'émission, le thème a dû vraiment t'inspirer pour qu'Anne-Marie accepte de te céder ta place. Tout à fait. Je salue les petits-enfants qui sont à la maison et qu'elles gardent. Ouais, merci Anne-Marie. Voilà. Et puis comme je viens pas souvent, moi j'ai préparé 3 choses. Allons-y. Donc une petite punkette qui se retrouve sur Mars. D'accord. Ensuite l'histoire d'un meunier. Et en dernier, une petite question. Je suis une revue, j'ai 44 ans et j'en suis au numéro 12. Ah. Voilà, la réponse plus tard. Et je précise que on peut gagner une bande dessinée de Charles Lancé. Vous téléphonez au 06 82 46 49 51 avant que je donne le nom de cette revue et vous gagnez une revue de Charles Lancé. Et je partage chez Tout le monde connaît ça. On verra. Voilà. Oui. Donc on accueille aussi 2 petits stagiaires, donc 2 stagiaires, pas des petits, 2 stagiaires, ouais. Des stagiaires. Des stagiaires, donc Lucas et Julie qui font partie donc de stagiaires de Philactère, de l'association Philactère, que j'accueille donc dans l'émission. Bonjour les stagiaires. Bonjour les stagiaires. Et puis on fait un gros bisou alors à Anne-Marie bien sûr. Et puis bonjour Thomas qui pilote sa console derrière là aussi sérieusement que s'il préparait un voyage sur Mars. Et bonjour à tous. Ah bonjour. Quelle voix. Quelle voix. Et sachez aussi que nous aurons la sélection de Mirko tout à l'heure et la présentation d'un manga par Benjamin, un tout nouvel éditeur et libraire de Toul. Mais commençons notre voyage sur Mars avec David. Ah oui, c'est maintenant. C'est maintenant, hein, du coup. Spartiate, quelle est votre profession ? Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de 300. 300, c'est une BD de Frank Miller au dessin, de Lynn Varley à la couleur et aux éditions Huguin Muguin qui est sorti récemment au mois de janvier. Format à l'italienne, donc format allongé. Alors, Frank Miller, c'est avant tout c'est Sin City, c'est Dark Knight, c'est un graphisme très particulier. Donc, dans la mythologie romaine, Mars, parce qu'on est au mois de mars, comme on parle de Mars, c'est le dieu de la guerre, de la jeunesse, de la violence, le dieu de la première importance dans la création de Rome, car il est le père de Romulus et de Rémus, fondateur et protecteur de la cité. Chez les Grecs, il est connu comme Arès. Et c'est justement chez les Grecs que nous viendrons avec Léonidas, le roi de Sparte. Et là où l'histoire commence. On connaît 300 essentiellement grâce au film de Zack Snyder, mais un peu moins le comics. C'est un récit court qui conjugue un contexte historique réel, de la fantaisie digne des plus grands péplums, car la guerre des Thermopyles, là où se déroule l'action, oppose la Grèce face à Xerxès et son armée immense et infinie aux 100 nations. Le contexte est certes viril, des bons mâles alpha qui sentent la sueur, la testostérone, qui sont là pour en découdre contre les Perses. Les Spartiates, commandés par un roi Léonidas, lui obéissent au doigt et à l'œil. Le roi du chocolat. Oui, tout à fait. Ah oui, J'allais dire. Avant tout, il a les tablettes qui vont avec, faut t'assurer. Donc du coup, ils appartiennent donc les Spartiates ont une éducation extrêmement dure, réputée dans le monde grec, faisant d'eux des guerriers d'élite.
Et oui. 300 est un récit marquant, clairement, sur le focus de l'action, de la bagarre. La bagarre. Ah oui. Alors, il y a des traîtres, il y a de la violence, il y a du courage, il y a du virilisme, bien sûr, qui se prête particulièrement au contexte. Oui, mais ils sont en jupe. Hein. Ah non, ils sont en slip. Ils sont en slip dans le film. Ils sont aussi en slip dans la BD. Oui. À la suite du refit des efforts. Donc les efforts qui sont traduits dans la bande dessinée par Frank Miller comme des espèces de personnages un peu mystifiés qui ont accepté des pots de vin des Perses pour empêcher Léonidas de partir défendre les Grecs. Mais à la suite de ce refus, il décide de partir quand même, Léonidas. Il dit, moi je prends 300 guerriers avec moi, des mecs d'élite. Hein, des gaillards qui en ont dans le slip, on va dire. On se croirait au 14e. Voilà, et ils partent pour les Thermopyles. Bon, sa femme lui lancera quand même cette fameuse maxime, ou laconisme, qu'on appelle un peu de culture, qui revient avec ton bouclier ou sur lui. Hein, la petite punchline de l'époque qui fait bien dans les petits comités. Oui, voilà. Un autre échange emprunté dans le film, les Arcadiens qui s'étonnent de voir si peu de guerriers que Léonidas me ramène avec lui. Hors de tous les... Alors que les Spartiates ont des activités comme tournées vers la guerre. Hein. Les autres cités de la Grèce, c'est plutôt ce qu'on appelle des guerriers hoplites qui ont tous des métiers au quotidien, des potiers, des forgerons, etc. Bon, voilà. Le film est une BD. Enfin, le film et la BD, c'est un opéra et pas un documentaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le dire, ça ressemble pas à l'histoire, machin. C'est une version romancée de cette fameuse bataille qui a bien eu lieu. Hein. Dilios, le survivant de la bataille, au début du récit, cautionne cette violence, quelque part. Il enlaidit volontairement le portrait des ennemis et embellit l'histoire dans le but de motiver ses troupes. Hein. À revoir, on peut aussi voir dans Spartacus, la série, par exemple, ou dans Amadeus, ou dans Brevard, une vision d'un réalisateur ou qui chante. On a déjà parlé d'ailleurs de ces petits sujets-là. 300 c'est une adaptation manichéenne, comme le sont finalement certains récits de super-héros. Hein, faut pas l'oublier. Le bien contre le mal. Les Spartiates ont un idéal de liberté. Le monde grec devient pour Miller l'Occident, le seul espoir de raison et de justice face à un Orient despotique qui est incarné par Xerxès, la luxure face à un Occident plus austère. Ça, c'est sa vision d'artiste. Alors, n'oublions pas quand même que les cités grecques de l'époque, toutes n'étaient pas des républiques, faut quand même imaginer, elles commencent par celle de Sparte, que le mot de liberté pour tous les hommes devait paraître bien absurde à des cités esclavagistes, il faut quand même le rappeler aussi, hein, les Grecs, c'était pas... Et d'autant plus que les cités comme Sparte ont des citoyens qui étaient aliénés à un système politique extrêmement volontaire. Donc, faut pas non plus tomber dans... Les coloris sombres... on tombera pas dedans. Les coloris sombres et les couleurs terreuses et bronzes avec les coloris rouges de la cape, les Spartiates portent leur bouclier emblématique avec le fameux lambda, une espèce de V. 300 est un comics qui se mérite de reprendre la bonne chronologie d'événements, qui représente assez fidèlement le monde grec et des événements qui les opposent durant les guerres médiques. Xerxès chez Phythoropoulos, c'est un peu la suite de cet album. Et voilà. Donc je conseille, c'est une bonne porte d'entrée pour l'entrée dans les comics pour des gens qui veulent découvrir Frank Miller. Ah, puis le livre est magnifique. Et là, on a la chance d'avoir une édition augmentée, c'est-à-dire qu'on a des artistes covers qui ont réalisé des versions, des couvertures de Léonidas pour la version américaine. Donc, à la fin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est splendide. À feuilleter, c'est magnifique. Alors, format italien. Superbe. Superbe. Donc un album qu'on vous conseille. Voilà. Bien, merci David. Alors on passe à Françoise. Alors Françoise, t'as le Verlièvre ? Alors moi j'ai l'air un peu mièvre par rapport à la testostérone qui vient de se passer là. Alors en fait il y a pas de Pâques, moi j'ai trouvé une BD qui s'appelle Le Lièvre de Mars, donc qui est un cousin du Lapin de Pâques, on va dire ça comme ça. Alors en théorie, meilleur scénario d'Angoulême en 1995. Alors il était scénariste Cotias Patrick quand même, moi je trouvais que c'était pas rien, qui a écrit L'Épervier, qui a bossé à Actuel, qui a travaillé Pigadget, Mickey, enfin quelqu'un d'incroyable, et qui a travaillé pour faire ça avec... les dessins d'Antonio Parras, qui lui aussi a travaillé avec Pilote Spirou. Donc je m'attendais à quelque chose d'absolument fantastique. Une saga d'enfer, effectivement, 9 tomes dont imprimés. Je trouvais que c'était quand même une bonne accroche. Mais en même temps, le héros, ça doit ressembler à ceux qui ont survécu des 900. Hein. Le héros, on dirait Tom Cruise, mais bon, j'aime pas Tom Cruise. Moi, de toute façon, il m'énerve. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a fait ça va, les machins avec des muscles qui font des
des trucs pas possibles. Il n'y a même pas d'humour, ça me gonfle, c'est pas possible. J'aime bien Indiana Jones. Voilà, chacun son truc. Hein, voilà. Donc, on est dans la théorie du complot avec des phrases comme les ordres viennent de si haut que ça donne le vertige. Un autre qui dit je suis prisonnier de mes obligations et vous êtes une victime de la raison d'État et paf, il le tue. Bon, voyons, tu parles. La raison du plus fort, enfin voilà. Alors, pourquoi le lièvre? C'est parce que pendant les 9 sagas, on le court après, comme on cavale après un lièvre. Oui. Et de Mars, parce que, attention, scoop, il vient de la planète Mars. Il a été enlevé par une puissance pas possible, qui est banquement américaine, certainement. Le mot uranium est prononcé 150 000 fois dans la saga. Il a été enlevé avec 100 scientifiques, il est parti sur Mars. Ils l'ont redescendu, tous les autres sont morts, sauf lui. Il est arrivé dans la mer, il a été récupéré par un navire. Le navire a explosé, sauf lui. Il est arrivé sur la plage, il a été hospitalisé. Finalement, ils ont manqué de le tuer. Enfin bref, à la page 10, il y a déjà 35 décès, 48 machin. Alors bon, des idées, des alliés décapités, la belle prostituée qui se fait découper en morceaux, enfin bref, des poursuites hallucinantes. Alors c'est pas mauvais, c'est une saga improbable. Bon, c'est pas pire finalement qu'Indiana Jones qui traverse l'océan accroché à un sous-marin, hein, c'est un peu du même registre. À lire pourquoi, si jamais vous avez envie d'aventure, bon, les sagas, les situations rocambolesques, et si vous pouviez me dire ce que vous lirez, si ça vous a plu, parce que moi, j'ai arrêté au 2e tome. Alors par contre, du coup, j'ai continué mes fernades et je me suis emparé d'une idée de mon collègue. Mars, ça m'inspirait pas trop, par contre, j'ai trouvé alors une BD absolument extraordinaire qui s'appelle, attention, Cauchemars Ex Machina, donc Cauchemar Ex Machina. Oh, voilà. C'est pas mal, il est pas mal. Ça va, trop gentil. Cauchemar. Scénario de Thierry Smolderen et puis graphisme de Georges Gonzalez. Alors là, vraiment une belle découverte que j'aurais pas choisie sans la contrainte du jour, qui est quand même le mois de mars. Voilà. Parce qu'a priori, moi, j'aime pas la période là. Ça se passe chez les nazis, le nazisme qui monte. Les graphismes d'emblée, ça m'inspirait pas, mais moins par moins, ça fait plus. Et au-delà de, et voilà, j'ai été séduite, mais vraiment bien séduite, quoi. C'est une intrigue qui se déroule sur 125 pages, qui démarre comme les huis clos qu'on a, genre le mystère de la chambre jaune, c'est-à-dire qu'il y a un cri, un mort, et hop, c'est fermé, donc on cherche. Dès la page 10, la narratrice se positionne. Le moment est venu d'expliquer comment j'ai tué Corneille. Alors, ni l'auteur, ni le corps vidé. Hein. Mais alors, Corneille Michelin, qui est un auteur de polar, fictif, lui. Parce que si l'intrigue se passe dans le monde de la littérature policière, à la période de la montée du nazisme, on y croise des vrais auteurs. On y croise Sismond, Bornemann, Aligan, et des fictifs, alors donc tels que Corneille, je viens de le dire. Il y a des intrigues dans l'intrigue, des trahisons, des alliances comme on a connu cette période, des espions, de l'histoire et de la fabulation. L'histoire, elle est vraiment happante, ça n'arrête pas. C'est servi par un graphisme particulier. Alors au départ, j'ai eu du mal, hein, je l'ai bien dit. Il n'y a pas de décor quasiment, c'est très très flou. Les personnages sont essentiellement en gros plan, avec des yeux grands ouverts comme des marionnettes, sauf au moment du baiser, quand même, il ferme les yeux. Quand même, délicatesse. Alors au début, le dessin, ça fait un peu léger et naïf, et puis finalement, avec les cases qui sont d'un seul ton pendant plusieurs pages, on est dans les bruns, après on est dans les bleus, après dans les verts, on est dans des cycles de couleurs. Les personnages de très très près, ça véhicule un peu d'angoisse quand même. Donc à mon avis, ouvrir et lire cet ouvrage, c'est comme ouvrir un tiroir oublié. On y trouve des tas de trucs qui se lient les uns entre les autres et puis qui nous emmènent de côté parce que ça nous rapporte un souvenir avant qu'on revienne dans le tiroir. C'est un patchwork qu'on prend énormément de plaisir à relire. Moi, je l'ai pris à la médiathèque. Je vais le relire pour en avoir... le cœur net. Non, pas le cœur net, non, parce que je suis convaincue d'emblée. Et je vais pour vraiment le savourer, quoi, vraiment sans objectif d'en faire une chronique. Alors, messieurs, attention, re-jeu de mots. Hein. Attention, monsieur Smolderen et Gonzalez, je vous dis... Merci. Ah, bravo. C'est bon. Deux jeux de mots. Merci. Bravo. Merci beaucoup, François. D'abord, on va passer à Jean-Jacques, maintenant, qui est donc cette punquette qui se retrouve sur Mars à force de fumer. Oui, tout à fait. Mais je suis désolé, j'ai pas préparé de jeu de mots, mais on va faire ça. Ouais. Il faut faire aussi bien. Hein. Quand j'ai eu connaissance du thème de l'émission Le Son des Bulles de ce mois-ci, à savoir Mars, dans tous les sens du mot, je n'ai pas eu à réfléchir bien longtemps pour qu'une petite punquette, délurée, vivant à l'écart de la société dans un désert martien post-apocalyptique, surgisse dans mes souvenirs. Il s'agit de Gasoline. Et me voilà reparti, 35 ans en arrière. Malheureusement, mes cheveux sont restés blancs. On ne peut pas tout avoir non plus. J'étais pas né. Ils sont restés. Nous sommes en 1989. Je ne suis pas encore remis, d'ailleurs m'en remettrai-je un jour, de la disparition de Métal Hurlant. J'étais pas loin de la dépression et de penser que la bande dessinée était morte. Et pour essayer de soigner ma profonde mélancolie, je suivais les auteurs estampillés Métal Hurlant.
les seuls qui pour moi méritent le titre d'auteur de bande dessinée, dans d'autres revues ou dans la réalisation de nouveaux albums. Et un jour de 1989, je découvre dans l'Écho des savanes l'apparition de Gasoline et la planète rouge de Jeannot, de son vrai nom Jean Leger. Cette histoire sera ensuite éditée par Albert Michel en album. Cet album ne vient pas de loin. Il part tout d'abord d'une bande dessinée qui s'appelle Le Zonard des étoiles, donc c'est l'histoire de Kebra, écrite par Jeannot et Trambert, où il y a déjà, je dirais, le paysage post-apocalyptique qui est présent. Poste quoi? C'est compliqué pour moi. Donc Trambert, son compère, de son vrai nom, attention, accrochez-vous, il s'appelle toujours On de Kermadec Bertrand. C'est un breton d'origine et c'est un noble breton. Et le personnage de Gasoline était apparu en 1985 dans une éphémère revue qui s'appelait Kismic. Alors Kismic sans S et Kismic avec S. Bien éphémère d'ailleurs, puisqu'elle restera au numéro 1. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et pourtant, il y avait des auteurs. Il y avait des auteurs très intéressants. Il y avait Margerin. Enfin, il y avait toute la bande de la revue Rigolo qui était là. Très difficile de s'en procurer parce que j'ai essayé. Donc j'ai fait toutes mes ta personne, quoi. Non, mais toutes mes sites de vente sur Internet, je n'en ai pas trouvé trace. Voilà, mais je ne désespère pas. L'appel est lancé. Un jour ou l'autre d'en trouver un, ça pourrait être intéressant. Et après, donc, le divorce entre Trambert et Jeannot. Jeannot reprend l'univers Apocalyptique. Et du Zonard des étoiles et envoie Gasoline. Gasoline et la planète rouge étaient sur le rail. L'histoire maintenant. Alors l'histoire, je peux vous le faire en deux façons. Une minute. Soit 15 lignes, soit une phrase. Une phrase, voilà. Sans tomber à sec. Gasoline se promène sur la planète Mars et dans les alentours, et elle se fait violer toutes les 5 minutes. Non, on va pas prendre celle-là. Après, je peux vous raconter l'histoire, mais je suis même pas sûr d'avoir bien compris l'histoire. L'important, je dis tout de suite, c'est pas tellement l'histoire, c'est l'univers. C'est l'univers. C'est le contexte l'univers qui est très important. Et pour terminer, donc cette revue, cette bande dessinée, a été rééditée en 2015 par les Requins Marteaux. Qui avaient racheté les droits, et ils ont rajouté donc quelques épisodes de Gasoline qui étaient parus, des épisodes, vous savez, en 3-4 pages, qui étaient parus également dans l'Écho des savanes, et donc ça a donné cette très belle édition. Très bel ouvrage. Ok, très bien. Voilà, je vous recommande également. Moi je prends. Moi pas. Bon, pas trop tard. Problème, ça. Bon, ok. Allez, on se le prête. C'est un vrai bon échange pour cette émission. Merci Jean-Jacques. Alors mars, c'est aussi ce mois la sortie du 5e tome d'un manga intitulé Sinner. C'est écrit par deux Taïwanais, Guy et Cha, et édité par Reborn Édition. Alors pourquoi on vous parle de ça? De Guy et Cha. Pas Geisha. Ah oui. Tout simplement parce que cette maison d'édition est lorraine, touloise pour être plus précis. Et nous avons rencontré Benjamin, l'éditeur, qui va nous en parler. Eh bien alors Sinner, c'est un titre taïwanais qui a été publié à partir du tome 2 en parallèle au Japon, dans le Jump Plus, qui est le magazine numérique de la Shueisha, qui est un grand magazine japonais, où sont publiés des grands titres de manga. Et c'est écrit par un couple d'auteurs qui s'appelle Guy et Cha, qui sont mari et femme dans la vie, et qui travaillent ensemble, l'un au scénario, l'autre au dessin. Dans Sinners, on est dans un univers dystopique, donc ça se passe pas très bien. De temps en temps, il y a des failles qui s'ouvrent vers le purgatoire, et du purgatoire s'échappent des créatures. Ces créatures, en attaquant les humains, elles peuvent leur injecter des âmes de damnés. Soit ça les transforme en monstres, soit l'humain est dans un combat constant contre cette âme, mais en échange, il obtient des pouvoirs. C'est ce qui arrive à notre personnage principal, qui va rejoindre le gouvernement pour combattre ces créatures. À côté de ça, on va suivre un groupe de révolutionnaires qui pensent que le gouvernement cache quelque chose. Parce qu'en fait, le gouvernement, c'est devenu une grande dictature mondiale pour protéger l'humanité. Et à côté de ça, on suit un troisième groupe un peu mystérieux, dont je ne vous en dirai pas plus parce qu'il faut lire l'histoire pour le connaître. Le dessin est vraiment très qualitatif. C'est des auteurs qui jouent beaucoup sur les trames de noir, donc l'univers est sombre. Donc même au niveau du dessin, ils ont créé cette ambiance un peu sombre au niveau du dessin.
Et puis moi, je suis un amateur de tout ce qui est ambiance un peu plus sombre. On va garder ce terme-là. Donc j'étais pas mal attiré. Et quand je l'ai découvert, je l'ai feuilleté. Il était en taïwanais. Je ne parle pas taïwanais. Et je l'ai feuilleté entièrement. Et quand je suis arrivé au bout, j'ai compris ce que j'ai lu. Le dessin m'a suffi. Et je me suis dit, si avec juste le dessin, je comprends ce qui se passe, avec le texte, ça va être incroyable. Et voilà. Et ça l'est. Et c'est incroyable. Voilà, donc Sinner, le 5e tome sort tout début dans quelques jours. Donc profitez-en pour vous renseigner un petit peu. Et sachez que Benjamin est non seulement éditeur avec Reborn, mais il est aussi libraire à Toul. Et on vous prépare un petit portrait pour la page Facebook. Le son des bulles sur RCN. Alors passons aux choses sérieuses maintenant avec Charles. Qui c'est, Charles? C'est à moi. C'est le même à droite. Alors attention. Donc, comme je vous ai dit, en mars, Silton, l'année sera bonne. C'est bon. Quand mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits cueillera. Maître Yoda. Attends, il y en a des meilleurs. En mars, vent fou, fait l'ouvrier grincheux. Mais qu'est-ce qui se passe, Charles? Mais en fait, non, mais donc j'ai trouvé qu'il y avait peu de BD sur les proverbes de Mars. Parce que des proverbes de Mars, il y en a beaucoup. Ah bon? Mais il y a quand même pas mal de BD sur la planète Mars. Là, oui, alors là, Mars et les Martiens, ça donc c'est depuis longtemps une source d'inspiration pour les auteurs de bande dessinée. Alors comme il y a pléthore de productions, je voulais les présenter tous, mais c'est pas possible. Donc je vais en évoquer quelques-unes parmi les plus représentatives. Alors, évidemment, la plus connue, l'adaptation des Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Ok. Planète Rouge, un recueil de ces nouvelles adaptées par Al Feinstein et mises en image par un collectif d'artistes, donc c'est genre BD des années 50, mais qui a été republié par Albin Michel dans la collection spéciale USA en 1984. Donc on le trouve facilement sur les... Vous étiez pas nés. Si, bon, monsieur. Mais attention, nous avons aussi dans l'Hexagone nos propres productions qui envoient nos héros à la rencontre des petits hommes verts. Alors, déjà, en 1955, dans une BD judicieusement titrée Bibi Fricotin et les Martiens, voilà. Presque un documentaire. Notre héros national rencontre des Martiens. Bon. Alors, une BD de René Lortac et Pierre Lacroix, parue à la Société parisienne d'édition, c'est-à-dire les beaux albums pour la jeunesse joyeuse. Je vous recommande, c'est une aventure qui est faite suite à un premier album, Bibi Fricotin et les soucoupes volantes. Ça, c'est inloupable. Alors, les classiques. Il y en a d'autres, des plus connus. Alors, Dan Cooper. Alors, Dan Cooper, attention, le célèbre pilote de chasse. Mais là, bon, c'est pas vraiment français, c'est belge. Quoi. C'est un belge qui dessine des histoires canadiennes. C'est un compliqué. Ça passe. Dan Cooper, le célèbre pilote de chasse et astronaute canadien, se rend avec son équipage sur l'un des 2 satellites naturels de la planète Mars, Deimos, à bord d'une fusée interplanétaire qui a été faite par son père. C'est un peu le même scénario que le Triangle bleu, ça se ressemble. Alors, ça s'appelle Cap sur Mars, un album d'Albert Weinberg publié pour la première fois chez Lombard, dans la collection du Lombard en 1960. Siècle dernier. Alors, millénaire dernier. Parmi les héros de la BD française et rencontrer des Martiens, nous trouvons des personnages de premier plan. Ainsi, dans le 7e album de la série Is No Good, René Goscinny et Jean Tabary, Une carotte pour Is No Good, publié en 71, Is No Good rencontre des Martiens et essaie d'avoir leur soutien pour devenir calife à la place du calife. Mais ça a foiré. Encore une fois. Alors, un autre héros bien connu pour ceux qui connaissent les BD du siècle dernier, Arthur le petit fantôme. A lui aussi fort à faire avec les extraterrestres dans un album au titre évocateur, Arthur et les Martiens. Tu vois, chaque fois on trouve des titres quand même. Alors, un album signé Jean César, c'était le créateur, sorti aux éditions du Topinambour, qui reprend des BD publiés dans Pif Gadget de 1971.
Alors, un incontournable, Bob et Bobette. Vous connaissez ceux-là? Bon, c'est Monsieur Lambic tente de convaincre Bob et Bobette que les soucoupes volantes, qui sont parfois observées, proviennent d'une autre planète, habitée par des extraterrestres. Un album de Willy Vandersten, publié pour la première fois en 56, collection du Lombard, puis réédité à plusieurs reprises en 72, série rouge, en 84, série bleue, je sais pas quoi c'est, et après, à nouveau, une classique bleue. Ah. Bon, comme vous le voyez, ou l'entendez, des histoires inspirées par notre voisine interplanétaire remplissent des rayonnages complets de nos bibliothèques. Donc, je ne peux pas les citer tous, c'est dommage. Alors, pour conclure, je vais mettre en vitrine une production des éditions Fluide Glacial qui s'attaque à l'aventure martienne avec la rigueur scientifique reconnue à cette maison d'édition. Sobrement titré Mars, dans une BD scénarisée par Fab Garco, qui maintenant, celui qui scénarise Achille Talon chez Dargaud, est dessiné par Fabrice R. Alors un dessinateur qui est agrégé d'histoire, une pointure quand même. Nous apprenons que la France, dans le but de reconquérir sa place de nation phare et de retrouver sa grandeur d'antan, a décidé de lancer une mission spatiale pour la planète Mars. Mais munie de moteur Twingo, la fusée ne décollera jamais. Quand même. Les membres de l'équipage restant convaincus qu'ils sont en route pour la planète Mars, il s'ensuit une série de quiproquos et de gags hilarants. Donc je vous recommande chaudement cet album, Mars des éditions Fluide Glacial. Et c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, on flatte toute une bonne liste de lecture. Un bon voyage, oui, effectivement. Merci Charles. Francine, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de quintette? T'as mis la musique? Avant de vous raconter l'histoire de Dora Mars, on va faire un petit arrêt sur son scénariste, Franck Giroux, qui est décédé en 2018. Alors, chartiste, agrégé d'histoire, lui aussi. Il va se consacrer totalement au scénario de BD à partir du succès de la série Louis Laguigne, avec Jean-Paul Détoré au dessin. 13 tomes qui sont parus entre 1983 et 1997 dans la collection Vécu, la bande dessinée historique de chez Glénat. Alors, en 2002, il va obtenir le prestigieux Max und Moritz du meilleur scénariste international, succédant ainsi à Jean Van Damme, Pierre Christin, Neil Gaiman et Alan Moore. Oui, quand même. Et puis, notons quand même que son successeur ne sera autre que Johannes Farr. Alors, historien, raconteur d'histoire hors pair, au début des années 2000, Franck Giroux est à l'origine d'un concept original, révolutionnaire à l'époque, un seul scénariste pour une série d'albums publiés rapidement, conçus dès le départ comme un ensemble cohérent, la partie graphique étant confiée à des dessinateurs différents. Ainsi est né, entre 2001 et 2003, le Décalogue, qui connut un immense succès de librairie avec plus d'1 million d'exemplaires vendus et qui donna lieu entre 2006 et 2013 à 2 séries dérivées, Le Légataire et Les Fleuries Nadal. Le Décalogue était composé donc de 10 albums scénarisés par Giroux et dessinés par 10 dessinateurs différents. Le premier album débutait à Glasgow de nos jours et chacun des suivants remontait dans le temps pour finir avec un 10e tome se déroulant en 652 dans les premiers temps de l'islam, avec comme fil rouge le destin d'un livre, Naïk, qui était censé contenir les dernières volontés du prophète Mahomet. Avec Quintette, série parue entre 2005 et 2007 dans la collection Empreinte des éditions Dupuis, il va reprendre le même procédé en confiant à 5 dessinateurs différents, alors Cyril Bonin, Paul Gillon, Steve Cusor qui, ouvrons la parenthèse, vient de sortir un album absolument remarquable dans la collection Air Libre de chez Dupuis, Le combat d'Henri Fleming, fermons la parenthèse, Jean-Charles Crane et Giancarlo Alessandrini, l'illustration de la vie de 5 musiciens en 1916 en Grèce sur fond de Première Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, pour ce récit choral, unité de temps 1916 et unité de lieu Pavlos. 5 musiciens, 5 albums, 5 mouvements d'une même partition. Les 4 premiers vont nous raconter l'histoire de Dora Mars, la chanteuse, celle d'Alban Merrick, le violoniste, celle d'Elias Cohen, le clarinettiste, et celle de Nafsika Vasli, la joueuse de luth. Alors Dora, Alban, Elias et Nafsika ne se sont jamais rencontrés avant cet automne 1916. À la demande des autorités, ils vont former un quintet, ou plutôt un quintet, comme on dit à New York, souligne Elias.
Quant au 5e membre, le pianiste, l'auteur d'une sombre machination qui va influer sur le destin de chacun, il nous faudra attendre le dernier mouvement, la chute, pour qu'il apparaisse enfin et nous livre la clé de l'énigme. Entretenant le mystère, chaque album s'ouvre et se ferme par une page où apparaissent 2 hommes dont on n'aperçoit pas le visage, qui, dans les années 30, évoquent ces événements et semblent tout connaître des secrets de ces 5 destins mêlés. Une machination machiavélique, 4 histoires d'amour au destin tragique sur fond de Première Guerre mondiale, de culture grecque du début du siècle dernier et dérive de l'armée française. Quoi de mieux pour tenir le lecteur en haleine ? Alors, un hors-série, La Colline au Serment, signé Révillon-Giroux, paraîtra en 2009, mettant en scène un journaliste qui enquête sur un film disparu, La Colline au Serment, le film tourné par Nafsiska Fasli, évoqué dans les tomes 4 et 5, donnant ainsi un nouvel éclairage au drame de Pavlos. Et Dora Mars dans tout ça. Dora Mars, oui. Alors, où est-elle ? Alors, graphiquement, son histoire a été confiée à Cyril Bonin, je l'ai dit, le dessinateur de Fogg, une série polar flirtant avec le fantastique dans l'Angleterre victorienne. Et on reconnaît bien, ici aussi, son trait élégant et expressif. Quant à l'histoire, nous sommes donc en 1916. Dora Mars est une chanteuse de cabaret parisien rêvant de gloire et de prince charmant. Le hasard, mais est-ce bien le hasard, la pousse dans les bras d'un bel aviateur de l'armée française basé en Macédoine, Armel Flamand. Le lendemain d'une folle nuit d'amour, son beau pilote de l'armée d'Orient rejoint Pavlos. Bien que sans nouvelles de lui, quand le théâtre aux armées lui offre l'opportunité de se produire à Pavlos, elle n'hésitera pas une seconde et volera rejoindre son amant d'un soir. Mais sans ou avec mauvais jeu de mots, elle va très vite déchanter en voyant qu'Armel l'a déjà remplacée par Clémence Dorval, une belle pilote de chasse. Jalousie, compétition, elle va aller jusqu'à apprendre à piloter afin de supplanter sa rivale et briller aux yeux de son Roméo. C'est sans compter avec les agissements pour le moins mystérieux de certains et les complots qui se trament dans l'ombre. Le drame n'est pas loin, mais je n'en dirai pas plus. Mon Dieu. Mystère. Merci Francine. Merci. Alors, au fait, Olivier, tu nous as parlé de ce que tu avais trouvé dans cette thématique. Alors, de quoi ça va nous parler ? Mais bien sûr, David, bien sûr. Alors, pour ma rubrique, moi, j'ai cherché un album, un auteur, un personnage avec le mot Mars. Bon, j'avoue que ça a été rapide, parce que entre Marcel Gottlieb et Marsupilami, j'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Puis, comme l'œuvre de Gottlieb, il faudrait presque une émission entière pour la faire. Alors, je vous propose de partir tout de suite en Colombie à la découverte de ce drôle d'animal qui, avec sa queue phénoménale, fait ce qu'il veut. Et ça, c'est génial. Dans la jungle tropicale habite un étrange animal. Alors, vous avez reconnu la voix du chanteur ? C'est Charlie Couture, le plus lorrain des New-Yorkais, qui interprète cette version du dessin animé du Marsupilami en 2000. Mais l'histoire du Marsupilami remonte à quelques années plus tôt. Il faut faire un retour dans les années 50 pour voir apparaître cette créature qui fait partie des plus étranges du monde animal de la bande dessinée. Et c'est dans l'album Spirou et les héritiers que voici qui a été diffusé entre juillet 1951 et mars 1952 que l'on voit pour la première fois la bête. Alors pour faire court, l'oncle de Fantasio est décédé et pour recevoir l'héritage, les descendants, principalement Fantasio et son cousin Zantafio, devront réaliser certaines épreuves, dont une un peu particulière, celle de capturer le Marsupilami. Mais je vous propose de retrouver un enregistrement d'époque de Maître Mordicus, le notaire chargé d'accomplir la volonté du défunt. Je commence par Olympus. En attendant, voici ce qu'écrit feu votre oncle dans la 3e enveloppe. Je suis un des rares civilisés à avoir eu la chance d'apercevoir un marsupilami. Oui. Bon. J'avais rêvé d'éclaircir ce mystère, mais comme la chance ne m'a pas souri, mes neveux continueront mes recherches. Alors, j'espère que vous avez bien entendu, c'était un témoignage d'époque. C'est émouvant. C'est émouvant, c'est très émouvant. Et donc, dans le fascicule 720 du 31 janvier 1952, on voit pour la première fois au monde la silhouette du Marsupilami. Alors, j'imagine le choc des lecteurs à l'époque en voyant cet animal un peu étrange, inclassable scientifiquement, même si certains s'y sont essayés. Une queue de près de 8 mètres de long, des oreilles de lapin, une truffe de chien
et une fourrure de léopard. C'est un marsupial sans poche qui pond des œufs et qui allaite ses petits. Bref, il fallait vraiment un esprit hyper créatif pour inventer une créature pareille. Et qui d'autre que Franquin, à cette époque, pouvait le faire. Alors d'où vient ce nom de marsupilami? Alors marsupilami, le nom même de marsupilami, c'est une contraction entre marsupial, le genre, quoi, en fait. La famille des marsupiaux. La famille des marsupiaux. Le pilou-pilou. Alors, c'est pas le pyjama, mais un petit animal extraterrestre jaune qu'on retrouve dans les histoires de Popeye dans les années 1930. D'accord. Et ami, pour le côté amical. Ok. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver Alors, le marsupilami, après sa création, son apparition en 1952, le marsupilami va faire des apparitions dans les histoires de Spirou et Fantasio. En 1960, il sera même le personnage principal dans l'album Le Nid des Marsupilamis. Alors, il faut dire que Franquin a un attachement particulier à cet animal. Lorsque, fin des années 60, il quitte le journal de Spirou, il cède à Dupuis tous les personnages qu'il a créés dans le cadre du journal, sauf le marsupilami, bien sûr. Alors pendant une quinzaine d'années, on va quasiment pas le voir, le marsupilami, on va le voir un petit peu dans des histoires. Franquin, lui, se consacre principalement à la gaffe et à d'autres projets. Et puis dans les années 80, le marsupilami revient dans la tête de Franquin, et en 87, il vend les droits d'exploitation du personnage à Jean-François Molursen, qui crée la société Marsu Productions. Et le marsupilami va donc avoir enfin ses propres histoires. Et si dans les 10 premiers tomes, Franquin participe au scénario avec Greg et Yann, il laisse le crayon à Baptême. Baptême, lui, c'est un dessinateur chez Dupuis, et il va donc s'approprier et développer l'univers du marsupilami jusqu'à aujourd'hui. Et en 2014, Dupuis rachète Marsu Productions et on peut de nouveau voir Spirou et le marsupilami avoir des histoires ensemble. Alors c'est un personnage destiné aux enfants quand même. Alors... Oui, c'est peut-être plus destiné aux enfants, mais... Le marsupilami. Mais si vous trouvez que c'est trop enfantin, alors je vous conseille de vous intéresser à l'album La Bête de Franck P. et Zidrou. Vous y découvrirez un marsupilami complètement différent, plus vrai que nature, qui va évoluer dans un univers réaliste de la Belgique des années 50. Face à la maltraitance des humains, il va trouver l'aide d'un petit garçon, ou peut-être l'inverse. C'est bluffant de crédibilité et c'est une boule d'émotion. Bref, vous l'aurez compris, qu'on soit grand ou petit, le marsupilami est le personnage de BD qui réunit tout le monde. Alors, comme on l'entend quelquefois en Palombie, ouba, 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 ouba. Merci. Ouba. Non, il y a une marsupilamette aussi. Ouba. Il y a la marsupilamette. Alors, on va passer maintenant, sans trop de transition, à Mirko, cher Mirko, qui va nous présenter aussi sa sélection de Mars. Je commence par Olympus Mons. Donc le duo Beck et Raffaele, c'est un duo qu'on connaît bien. Christophe Beck, qui est un grand scénariste de bande dessinée de science-fiction, Carthago, Prométhée, alors on lui reproche de faire des séries un petit peu longues. Là, il y en a une nouvelle avec Olympus Mons. C'est la grande montagne sur la planète Mars, 27 km de haut et tout ça. On va suivre d'un côté une expédition sur Terre dans la mer des Barents, donc au nord de la Norvège, qui découvre quelque chose enfoui sous la mer. Et d'un autre côté, les Russes vont être les premiers à poser les pieds et à installer une sorte de colonie, puisque c'est un voyage sans retour. Et lors de l'exploration, ils vont découvrir des vestiges, comme le laisse présager la couverture, des vestiges d'une autre civilisation. C'est le point de départ d'une grande saga de science-fiction, avec un graphisme réaliste. C'est très bien. Moi, ça m'a plu. Il faut s'accrocher quand même parce que voilà, il y a plein de récits, plein de personnages. Oui, c'est ça. Donc faut suivre un peu les personnages. Il faut suivre un peu. En tout cas, c'est bien. Une adaptation, La Princesse de Mars, c'est un roman d'Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, c'est le créateur de Tarzan. Et là, voilà, l'histoire d'un homme, John Carter. C'est un personnage, un humain. On est fin 19e siècle, début du 20e, qui va réussir, alors pas de vaisseau spatial puisque ça, à cette époque-là, c'était pas possible, mais en tout cas, il est projeté sur Mars. Et donc, il va découvrir toute une civilisation. Et la princesse de Mars, évidemment, il va y avoir une demoiselle, lui, à sauver, avec une peuplade à 4 bras. C'est de la science-fiction un peu old school, qui tire plus vers l'aventure.
que, comme on peut avoir dans il n'y a pas de technologie comme dans Olympus Mons, mais ça va être des grands espaces, des technologies un peu inconnues, mais en même temps vachement rétro. Et surtout, voilà, on va un peu s'approcher de peuplades sauvages. Ok. Et enfin, la science-fiction comique, Mars. Tout de suite. Hein. Voilà. Fabrice R et Fab Caro ont suivi ou racontent plutôt l'histoire de la mission vers Mars lancée par la France. C'est un échec total. Cocorico, mais loupé. Qu'importe, en tout cas, l'équipage lui pense être parti pour aller sur Mars. Alors que la fusée n'a pas décollé, et en même temps, l'équipe technique essaie de gérer cette espèce de fiasco. Donc, évidemment, c'est une succession de gags, mais c'est une histoire à sketch, c'est-à-dire que cette succession de gags va nous permettre d'avancer un peu dans ce qu'on pourrait appeler le récit. Forcément, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils sont tous nuls, bon... Allez, vive la France, quoi. Si on a envie de bien s'amuser, se détendre, voilà, c'est une bon album. Exactement. Ok. Et voilà. Super, merci. Merci à toi. Le son des bulles sur RCN. Voilà donc encore une bonne sélection de Mirko en compagnie d'Anne-Marie. On a reconnu la voix. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Jean-Jacques. Oui. Rapport. Le réveille pas comme ça, Jean-Jacques. Prends ton souffle et c'est parti. Mon cœur. Donc, moi, je voudrais vous parler de la meilleure bande dessinée que j'ai lue cette année. Bon, cela étant dit, c'est la seule que j'ai lue. Durant le mois de mars. Mais n'empêche, t'as pris le temps. On peut en lire une et elle soit mauvaise. Il y a mieux. Le Meunier Hurlant de Nicolas Dumonteil. Alors, cette BD est une adaptation d'un roman d'Arto Persilina, auteur finlandais, né en 1942 et mort en 2018. À son actif, il était romancier, 35 romans à son palmarès, mais également scénariste pour le cinéma, la radio et la télévision. Plusieurs de ses ouvrages ont été à ce jour adaptés en bande dessinée. Il y en a deux, Le Charpentier volant et Le bestial serviteur du pasteur Erik Soden, qui ont été adaptés en bande dessinée par un auteur finlandais qui s'appelle Anu Lukaringen. Voilà, il y en a un qui a été traduit en français aux éditions Mosquito, c'est Le Charpentier volant. Et il y a quelques années, il y a Nicolas Dumonteil qui a daté La forêt des renards perdus, qu'on a par là. Pendus. Pas perdus, ils sont pendus. Voilà. C'est pas incompatible, mais ils sont pendus. Ils sont pendus. Et donc, il revient cette année avec une autre histoire, Le Meunier Hurlant. Alors, c'est une nouvelle adaptation donc, de notre auteur finlandais Pasilina. C'est un personnage atypique, hors homme. Pasilina nous entraîne dans le Grand Nord à la suite de marginaux, aussi fous que cocasses, et à la découverte de la nature et de ses sentiments. Le Meunier Hurlant en est certainement le meilleur exemple. Nicolas Dumonteil s'approprie avec jubilation l'un des plus beaux de ses plus belles histoires tragiques où l'humour et une certaine soif d'absolu sont de mise. Un petit mot sur Nicolas Dumonteil, qui est né à Agen, le pays des pruneaux, en 1967. Il vit actuellement à Bordeaux. En 1993 paraît son premier album, L'Enclave, qui est paru chez Dargaud. En 1995, il crée l'événement avec Qui a tué l'idiot, qui reçoit entre autres l'Alphart du meilleur album à Angoulême. En janvier 2007, Dumonteil arrive dans la maison d'édition Futuropolis, où il réalise la trilogie Bigfoot, adaptée du livre de Richard Bautrigan. En 2016, toujours chez Futuropolis, il publie donc La forêt des renards pendus. Merci. Oui. Adapté d'un roman d'Arto Persilina. Alors l'histoire, un petit village du nord de la Finlande, peu après la guerre, voit arriver un inconnu qui rachète et remet en marche le vieux moulin. D'abord bien accueilli, le nouveau meunier, Gunnar Uttenen, a malheureusement un petit défaut. À la moindre contrariété, il se réfugie dans la forêt pour hurler à la lune, empêchant par là les villageois de dormir.
Ces derniers n'ont alors de cesse qu'une idée, l'envoyer à l'asile. Mais Uttenen, soutenu par la conseillère rurale Sanelma Keiran-Amo, est bien décidé à se battre pour défendre sa liberté. Je vous laisse le plaisir de lire le reste de cette bande dessinée, mais je vous la reconseille vivement. C'est vraiment une très très belle histoire, avec de très beaux dessins. C'est vraiment très... Ça circule beaucoup dans l'équipe, je crois, les albums. C'est de la même veine, les dessins que c'est le même dessin. C'est dans la même veine. Oui. Non, mais il aurait pu changer de style, mais là... Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, et donc en une minute, donc j'ai vérifié mon téléphone, on a déjà 25 coups de téléphone qui ont donc répondu à ma question qui était: je suis une revue, j'ai 44 ans, j'en suis au numéro 12. Charles, est-ce que tu peux nous donner le... Mais on a déjà fait au siècle dernier une émission sur le sujet. Tout à fait. Oui, alors on peut dire le titre. Ah bien sûr, maintenant on peut le dire, le concours est fini. La bougie du sapeur. Voilà. Donc c'est un journal quadri-annuel, c'est ça? Oui, et apparemment c'est le seul journal quadri-annuel dans le monde. Voilà, oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que il paraît une fois tous les 4 ans, mais il y a un feuilleton à suivre quand même dans le journal, donc ça va, il y a un peu de suspense, quoi. Tu vois, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, oui. Je ne sais pas comment vous avez fait pour l'avoir, parce que... Eh bien, on a il faut le faire confiance pour avoir des trucs introuvables. Non, mais c'est introuvable. Moi, j'ai essayé. Il faut y aller. Tout part le premier jour. Il faut y aller le premier jour. Déjà, il faut être né un 29 février. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas. Vous connaître quelqu'un qui est né un 29 février pour pouvoir avoir le droit d'acheter la bougie du sapeur. Alors, il faut être parrainé, quoi, en quelque sorte. Oui. Certains vont me dire, mais pourquoi parler de cette revue dans le son des bulles? Mais pourquoi parler de cette revue? Tu parles de bande dessinée. Mais pourquoi, Charles? Parce que le sapeur Camembert, c'était quand même un personnage de bande dessinée, un des premiers personnages de bande dessinée. C'était... je sais plus. Pardon, hein? Non, mais dessiné dans les années exact, je sais pas. 1893, un mardi, vers 15h30 du mois de mars. C'est ça, à mon avis. Précision quand même. Et c'était fait par Joyeux Luron. Qui s'appelait Colomb, non? Qui s'appelait Gérard Collomb, et son nom de dessinateur, c'était Christophe. Christophe, oui. Voilà, et donc il a dessiné le sapeur Camembert, il y avait la famille Fenouillard, je l'ai, celui-là. Et il y avait Cosimus ou Cosinus, je ne sais plus. Cosimus, voilà. Donc ça a un trait avec un lien avec la bande dessinée. Voilà. Et il fut une époque où il était possible de s'adonner pour tout le 21e siècle. Ah ben oui, à la revue du sapeur, à la revue du sapeur, à la bougie du sapeur, pour la modique somme de 100 €. Mais en 2012, ils ont arrêté les abonnements. D'accord. Tu peux acheter 100 numéros pour. C'est pas mal. C'est pas mal. Et tu peux donner à ta génération suivante. Voilà, c'était juste un clin d'œil. Super. Francine, 2-3 petites actualités. Oui, alors on va commencer. En 3 minutes. On va commencer par une actualité nancéienne déjà. Donc le vendredi 27 mars, de 20h à 22h, dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire, la bibliothèque Stanislas, en partenariat avec l'Université de Lorraine, organise une rencontre au cours de laquelle Baru dialoguera avec Pascal Radji, Stéphane Ossimis et Laurent Jalabert, tous 3 membres du Centre de recherche universitaire Lorrain d'Histoire autour de l'histoire de l'industrialisation en Lorraine. La conférence sera suivie d'une interview de Baru, donc notez la date, le 27 mars. 20h, bibliothèque Stanislas. Alors, toujours dans l'actualité, rapidement, 2 expos. L'expo Brecht Evans à la Galerie Martel du 1er mars au 13 avril pour son dernier album Le Roi Méduse, dont on reparlera. Parce que Brecht Evans va venir à Nancy. Il sera en dédicace à la parenthèse le vendredi 19 avril de 17h à 19h. Donc on en reparlera. Et savoir aussi qu'il vous reste encore quelques jours pour découvrir une autre expo, celle de Chumbo de Mathias Lehmann à la galerie Hubertienne-Brenne, rue Chapon, puisque celle-ci s'achèvera le 16 mars. Les nouveautés d'albums maintenant, avec une petite sélection qui n'engage que moi. Alors s'il ne fallait retenir qu'un seul album, ce serait celui-ci, 109 de Jean-Christophe Chauzy, paru hier chez Casterman, tarif 26,90 €. 109 SANG. Oui.
Jean-Jacques. Je suis dessinateur, je suis auteur de bande dessinée, et sans penser à en faire un livre, je sais que ce qui m'a tenu tout le temps que j'étais à l'hôpital, c'est la question de la représentation de ce qui était en train de m'arriver. Et oui, début 2020, Jean-Christophe Chauzy apprend en même temps qu'il a atteint de myélofibrose, que son pronostic vital est engagé et qu'il existe cependant un espoir, la greffe de moelle osseuse. Le sang de sa sœur Corinne étant compatible à 100%, ce sera elle la donneuse. Alors dans ce récit à la première personne de 250 pages, il ne versera jamais dans le pathos, mais au contraire utilisera au mieux toutes les ressources du médium BD pour nous livrer toutes les émotions traversées et son ressenti. Délaissant la couleur directe, une de ses marques de fabrique, il a opté pour le noir et blanc et la vie de gris. Et bien sûr, le rouge pour tout ce qui a trait au sang, écriture concise et narration graphique, dialogue dans cet album sublime, un témoignage essentiel, un chef-d'œuvre, ça va être un des grands albums de l'année. Un autre incontournable qui sortira le 29 mars aux éditions d'Argo, c'est La Route de Manu Larsenet, l'adaptation en 160 pages du mythique roman éponyme de Cormac McCarthy, décédé l'an dernier. À noter la sortie également de l'album en noir et blanc avec une pagination de 176 pages. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Oui. Alors tant pis pour les autres. Mais merci, c'est vrai que c'est des albums assez forts, quoi. Oui, c'est vrai. Celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Un chef-d'œuvre. Okay. Merci les amis. Merci aux chroniqueurs. Merci beaucoup. Merci aux Merci Thomas. Merci Thomas. Merci beaucoup Thomas. Vraiment brillant. Alors on va se retrouver la suite sur la page Facebook, voilà. Le son des bulles RCN. Petit café BD vendredi soir 18h 21h au court-circuit. Voilà. Pour ceux qui pourront s'y rendre à Nancy. Oui. Et puis la prochaine émission spéciale début avril, spéciale bande dessinée africaine. Et on en reparlera. Là, on aura aussi des belles surprises. Merci. Ah oui. Je vais dire on connaît, mais j'ai dire en noir et blanc, mais j'ai dit. RCN. Le son de la différence.